bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Comme il a été convenu, je vais continuer à vous aider à corriger en fait les épreuves de l'enseignement primaire. D'accord? Mais bien avant, j'aimerais en fait répondre à un petit commentaire qui m'a été laissé par quelqu'un. Je ne me rappelle pas c'était qui en fait. C'était concernant la dernière épreuve que j'ai corrigée avec vous, ou bien la première épreuve que j'ai corrigée avec vous, concernant la question numéro 20, là où il a été demandé de déterminer la fonction grammaticale de la subordonnée relative. Moi, je vous ai dit, la subordonnée relative, elle a la fonction d'un complément de nom, alors que dans les réponses officielles, et j'ai vérifié après avoir lu un commentaire, l'un de vos commentaires en fait, j'ai vérifié, j'ai trouvé en fait qu'ils ont mis comme fonction grammaticale de la subordonnée relative, ils ont mis un complément d'objet indirect. Bon, pour répondre à cette question, d'accord, pour répondre à cette question, je vais vous dire, la fonction grammaticale d'une relative, c'est toujours un complément de nom. Pourquoi? Ou bien quelle est la preuve? Tout simplement, la relative, elle fait partie du groupe nominal. Donc, c'est une expansion de nom. Et si c'est une expansion de nom, si elle fait partie du groupe nominal, comment peut-elle compléter un verbe? D'accord? Comment peut-elle être un complément d'objet indirect ou bien un complément d'objet direct? Donc, loin d'elle d'être un complément d'objet indirect ou direct, du moment où elle fait partie du groupe nominal. Donc, la relative, elle est toujours, ou bien elle a toujours la fonction d'un complément de nom. Soit ceux qui ont corrigé en fait l'épreuve, peut-être ils ont tort, ou bien le problème en fait c'était au niveau de la consigne, car la fonction grammaticale du pronom relatif dont, D-O-N-T, est bel et bien un complément d'objet indirect. D'accord? Si en fait la consigne était déterminer la fonction grammaticale du pronom relatif dont, et la réponse serait COI. D'accord? Mais la consigne, et j'ai vérifié encore une fois, la consigne était quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée relative? Je le dis, je le redis et je le confirme, c'est un complément de nom. C'est bon? Très bien. Donc là, maintenant, je vais, sous la demande de bon nombre de personnes parmi vous, je vais corriger l'épreuve de 2019. Malheureusement, j'ai fait l'impression du document, c'est vraiment, ça laisse à désirer, donc c'était juste photographié. Et donc, je vais essayer, si vous avez en fait l'épreuve sous les yeux, ça sera merveilleux, donc vous allez suivre avec moi. Sinon, sur le site, moi, je vais laisser le lien du site où j'ai trouvé ça. Et puis, vous pouvez suivre sur vos écrans ou bien sur vos téléphones ou bien imprimer le document et suivre avec moi. C'est bon, donc je vais voir avec vous aujourd'hui l'épreuve 2019. Donc, la session 2019, session décembre, j'imagine, 2019. D'accord? Voilà. Alors pour commencer, déjà, je vous ai demandé si vous voulez que je fasse la correction en français ou en arabe. J'ai eu bon nombre de personnes qui ont demandé à ce que je le fasse en français et d'autres en arabe. Donc, je comprends les deux réponses ou bien les deux points de vue. Je vais essayer de faire ça en français, tout en français. Mais s'il y a quelque chose qui devrait être en fait expliqué en arabe, je n'hésiterai pas à le faire. L'essentiel pour moi, je le dis et je le redis, c'est que l'information soit assimilée, soit transmise et soit comprise par tout le monde, sans exception. Voilà. Donc, déjà, le texte, il est là. Je ne vais pas vous le lire, en fait, pour économiser un peu le temps. Mais
je vais en fait souligner des choses. La référence, j'ai Émile Zola, d'accord, et j'ai la référence, c'est l'Assommoir. Donc, ça, pourquoi j'ai souligné ça? Je vais vous dire pourquoi. C'est pour répondre aux questions de la compréhension de l'écrit. Mais vous, si vous ne connaissez pas en fait Émile Zola, si vous n'avez pas un petit savoir littéraire, eh ben, je vous recommande de lire tout le texte et faites ce que il y a quelqu'un qui m'avait en fait laissé un commentaire très pertinent. Il m'a dit, vu que vous n'avez qu'une heure pour répondre et donc pour économiser le temps, pour être très optimal, donc vaut mieux lire les questions de la compréhension de l'écrit et aller après chercher dans le texte les réponses. Donc vous aurez une lecture très optimale. Bon, là, quels sont en fait les types de discours qui dominent dans cet extrait? Est-ce que c'est le narratif et l'explicatif, le descriptif et l'informatif, le narratif et le descriptif, ou bien le descriptif et l'argumentatif? Moi, personnellement, sans avoir à lire le texte, je connais bien Émile Zola et je sais que Émile Zola est un naturaliste. Bon, qui dit naturaliste, c'est le courant littéraire naturalisme, c'est du réalisme ou bien c'est beaucoup plus réaliste que le réalisme, d'accord? On dépeint en fait la réalité de la société telle qu'elle est, mais de façon vraiment très scientifique. On s'appuie sur des documentations, on essaie de voir de très près la situation des gens avant de d'écrire une histoire. Et c'est toujours une histoire fictive, d'accord? Mais une histoire qui est vraiment vraisemblable, qui ressemble beaucoup à la réalité de la société. Donc, ça ne peut être, en fait, qu'un texte narratif, parce qu'on raconte une histoire. Déjà, on commence par Gervaise avait attendu l'entier jusqu'à 2 heures du matin. Donc, nous avons des personnages et nous avons des événements. Donc, c'est de la narration. Mais c'est une narration qui est en fait accompagnée de descriptions. Et quand je vous ai dit le naturalisme, ça décrit en fait la réalité de la société avec ses défauts, de façon vraiment très objective, d'accord? De façon très objective, on dirait que la société devient un laboratoire et dans lequel on essaie de relater, de raconter les choses et de relater les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, et pour en fait savoir si vraiment c'est descriptif, eh ben, cherchez les adjectifs. Cherchez toujours les adjectifs. Donc, vous allez trouver qu'il y a énormément d'adjectifs. Donc là, par exemple, frissonnante, voilà, l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée, fiévreuse, trompée. Déjà, dans le premier petit paragraphe, on a énormément d'adjectifs. Donc, raidi, brisé, ça ne peut être qu'un texte descriptif. Donc, narratif et descriptif. Voilà. Quel est le personnage omniprésent dans cet extrait? Omniprésent, c'est-à-dire qu'il existe partout dans l'histoire, partout dans le texte. Donc, regardez, j'ai Gervaise dans le premier paragraphe, Gervaise dans le deuxième paragraphe. Donc, j'ai partout le nom du personnage Gervaise qui se répète. Donc, c'est en fait le personnage omniprésent, d'accord? Omniprésent dans le texte. Où habite Gervaise? Dans une maison attenante à l'hôtel, dans une chambre au premier étage de l'hôtel, dans une chambre au second étage de l'hôtel, dans une pièce au rez-de-chaussée de l'hôtel. Donc déjà dans le texte, si vous l'avez lu, nous avons ici, c'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, voilà, qui donnait sur le boulevard. Donc c'est au premier étage de l'hôtel. Voilà. Donc dans le deuxième paragraphe du texte, l'auteur décrit l'intérieur de la chambre. Donc le deuxième paragraphe, c'est là. Donc vous allez le lire. Que cherche-t-il à mettre en valeur par cette description? La propreté de Gervaise, la misère de, la misère de Gervaise, le bonheur de Gervaise ou bien l'opulence de Gervaise. Donc regardez là, donc regardez, on va voir le texte, le paragraphe numéro 2. Donc voilà,
Donc, elle resta assise au bord du lit sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait. Regardez, donc de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse sur laquelle traînait un pot d'eau, un pot à eau ébréché. On avait ajouté bon voilà, vous allez remarquer que déjà la misérable chambre, donc c'est la misère de Gervaise, la pauvreté et la misère de Gervaise. Passons à la question numéro 5. D'après le texte, quel sentiment l'état de Gervaise suscite-t-il chez le lecteur? Donc, est-ce que c'est un sentiment de joie que vous allez éprouver, que vous allez ressentir en lisant le deuxième paragraphe? Est-ce que c'est un sentiment de haine, sentiment d'espoir ou bien de pitié? Bon, puisqu'on raconte ou bien puisqu'on décrit la misère et la pauvreté de Gervaise, certainement vous aurez pitié d'elle. Donc c'est un sentiment de pitié. Quel est le point de vue dominant dans cet extrait? Ben, automatiquement, puisque dans la question numéro 2, nous avons quel est le personnage omniprésent dans le texte, et bien certainement le point de vue, car d'ailleurs tout est décrit du point de vue de Gervaise, donc celui du personnage Gervaise, effectivement. D'après le texte, pourquoi Gervaise pleure-t-elle? Ben déjà, on sait dès le début, elle pleure car elle est restée en fait parce qu'elle avait attendu l'entier jusqu'à 2 heures du matin, et donc là, parce qu'elle est malade, parce que l'un de ses 2 enfants n'est pas encore entré, parce que l'entier est encore dehors. Voilà, tout simplement. Dans le dernier paragraphe du texte, dans quel but l'auteur indique-t-il les noms des lieux? Donc, dans quel but il indique les noms des lieux? Ben, écoutez, quand on a un texte réaliste, ou bien un récit réaliste, ou bien un récit naturaliste, eh ben, l'auteur réaliste et l'auteur naturaliste, pour donner l'effet du réel, du vraisemblable au lecteur. Donc, tu lis une histoire réaliste, et à un moment donné, quand tu vas découvrir qu'il y a des adresses, il y a des lieux, des noms des lieux qui existent vraiment et réellement dans la vie réelle, eh ben, à un moment donné, tu vas croire en tant que lecteur que l'histoire a eu vraiment lieu, alors qu'on sait bien que c'est une histoire fictive, c'est juste de la fiction, de l'imagination. Mais les auteurs réalistes, pour donner cet effet du réel, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ou bien ils ajoutent des adresses, des lieux qui existent réellement dans notre monde. D'accord? Donc, c'est pour donner un effet de réel. Donc, si moi, par exemple, en tant que prof ou bien futur prof, j'ai un savoir littéraire, donc j'ai un petit savoir littéraire, je connais les courants littéraires, etc. Donc, il me serait vraiment très facile de répondre à cette épreuve, à ces questions, car je sais bien quelles sont l'optique ou bien la portée d'un récit réaliste ou bien naturaliste. Voilà. Donc, je passe à la question, en fait, c'est la question 9. Oui, voilà. Dans le texte, les figures de style sont rarement utilisées. Que cherche l'auteur à montrer par ce procédé d'écriture? Ben, dans les récits réalistes et naturalistes, l'auteur n'utilise pas beaucoup les figures de style. On sait bien que les figures de style sont utilisées, la métaphore, la comparaison, l'hyperbole, la métonymie, etc., sont utilisées pour séduire le lecteur, pour donner des images poétiques, pour embellir la parole. Alors que le texte réaliste et le texte naturaliste n'a pas pour objectif de séduire le lecteur. Non, mais il veut plutôt montrer au lecteur les défauts de la société contemporaine. D'accord?
Donc, pourquoi le séduire par des figures de style alors qu'on cherche à lui montrer les choses telles qu'elles sont? Voilà, donc c'est pour une réalité objective. Voilà. Parmi les propositions ci-dessous, quelle est celle qui a le sens de l'expression suivante, éclater en sanglots? Ben, éclater en sanglots a le sens de pleurer. Relier par une flèche chaque liste de mots de la colonne A au champ lexical qui lui correspond dans la colonne B. Voilà, donc bar, barrière, mur, chambre. Donc déjà barrière, bar, d'accord, mur, chambre, on est enfermé. On est enfermé, donc c'est l'enfermement, quelque part. Commode, chaise, lit, table, donc c'est l'ameublement, les meubles. Très bien. Camisole, châle, chemise, chaussettes, on est dans l'habillement, donc les habits. Venir, rentrer, partir, retourner, ça, on est dans le mouvement. Voilà, très bien. Parmi les titres suivants, parmi les titres suivants, j'aurai beaucoup de critiques en faisant cette erreur. C'est pas grave. Parmi les titres suivants, quel est celui qui correspond au texte? Donc, j'ai l'indifférence et l'insouciance de Gervaise, le plaisir et le bonheur de Gervaise, l'angoisse et la misère. Donc, c'est le mot misère qui s'est même répété dans plusieurs consignes. Donc, je coche sans même réfléchir. Voilà. Et je passe à la langue. Bon, concernant la consigne numéro 13, parmi les phrases suivantes, quelle est celle où le participe passé est orthographié incorrectement? Donc, je vais chercher l'erreur. Bon, nous avons des verbes en fait pronominaux. Se sont succédés, se sont réveillés, se sont nuits et se sont arrogés. Voilà. Donc, je vais chercher. Donc, je vous ai dit, il y a deux techniques, d'accord? Donc, soit le verbe, il est occasionnellement pronominal, soit il est essentiellement pronominal. Donc, si le verbe est essentiellement pronominal, c'est-à-dire on ne peut pas le trouver sous une forme non pronominale, et bien là, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. S'il est occasionnellement pronominal, c'est qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct s'il est placé avant lui. Bien évidemment, s'il est placé avant lui. Donc, se succéder, on peut le trouver sous une forme non pronominale. Succéder à, d'accord. Déjà, c'est un verbe transitif indirect. Très bien. Se sont réveillés, on peut dire réveiller quelqu'un. Donc, c'est un verbe transitif direct dans la forme non pronominale. Se s'ennuie, donc le verbe nuire à, donc c'est sous la forme non pronominale, c'est un verbe transitif indirect. Et là, se sont arrogés, arroger quelque chose, là, c'est un verbe transitif direct. Donc, il admet un complément d'objet direct. Donc, voilà. Donc, les 4 verbes sont des verbes occasionnellement pronominaux. Donc, je fais quoi? Je cherche le COD s'il existe et sa place, sa position dans la phrase. Est-ce qu'il est avant ou après? Ici, se sont succédés. Je vous ai dit que c'est un verbe dans la forme non pronominale. C'est un verbe transitif indirect. Donc, on dit succéder à. Donc, pas d'accord. Pas d'accord, il reste invariable. Ici, se réveiller. Se sont réveillés. Donc, réveiller quelqu'un. Et donc là, le se ici, c'est un COD. Il renvoie au travailleur. Donc, j'ajoute S. Donc, c'est correct. C'est correct. Les voisines jalouses se s'ennuient gratuitement. Je vous ai dit sous la forme non pronominale le verbe nuire à. Donc, nuire à quelqu'un. Donc, pas de COD. C'est un COI. Donc, pas d'accord. Invariable. Et là, se sont arrogés. Se sont arrogés quoi? La réponse, le droit de parler au nom des absents. Ça, c'est un COD. Où est-ce qu'il est placé par rapport au verbe pronominal? Il est placé après. Donc, pas d'accord normalement. Et voilà l'erreur. Donc, ici, il faut mettre arroger sans S. Car le complément d'objet direct est placé après. C'est bon? On passe maintenant à 14. Parmi les listes suivantes, quelle est celle qui contient un mot orthographié incorrectement? Donc là, il faut qu'on sache en fait l'orthographe des mots et pour
pour remédier à ce problème, il n'y a pas mieux que la lecture, il n'y a pas mieux que la lecture, il n'y a pas mieux que le dictionnaire. Donc, il n'y a pas vraiment d'astuce, il n'y a pas vraiment de technique extraordinaire ou bien magique pour améliorer son orthographe. C'est vrai qu'il faut lire énormément et il faut aussi faire de la dictée, et je vais voir avec vous les différentes dictées dans une autre vidéo, Inch'Allah, les différentes dictées qui améliorent l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale, les deux. Voilà, donc là, jeune, jeuneur, jeûner, déjeuner, annuler, nul, nullité, nullement, c'est correct. Consonant, consonance, consonne, consonantique. Donateur, donneur, donation, et bien là, il y a l'erreur. Donneur, normalement, c'est avec 2 N. Voilà, très bien. Parmi, ça vient du verbe donner. Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui contient un complément d'objet indirect, un COI? Elle reprit, donc pour trouver un COI, on s'arrête devant le verbe et on pose la question à quoi ou bien à qui, de quoi ou bien de qui. Elle reprit quoi? Son attente de la nuit, donc c'est un COD. Elle eut quoi? Une nouvelle crise, c'est un COD. Elle regardait où? D'accord? À gauche, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Gervaise pensait à qui? À lui, c'est un COI. Voilà. Ça dépend en fait de la question. Si vous posez la bonne question après le verbe, vous trouverez facilement le complément d'objet indirect. Relié par une flèche, ce qui est souligné dans chacune des phrases de la colonne A à la fonction grammaticale qui lui correspond dans la colonne B. Voilà. Donc, la même chose, ça dépend de la question et ça dépend en fait aussi du mot qui précède le groupe de mots soulignés. D'accord? Donc, suivez avec moi. Claude est fier de sa mère. De sa mère est placé après un adjectif. D'accord? Ça ne peut être qu'un complément de l'adjectif. D'accord? Chacun de ces acteurs a bien joué son rôle. De ces acteurs est placé après un pronom. Un pronom. Donc, ça ne peut être qu'un complément du pronom. Il lui rappelle les règles à respecter. Retenez avec moi, si vous avez lui ou bien leur, lui ou bien leur, lui ou bien leur, d'accord? Avant un verbe, c'est toujours un complément d'objet indirect. Toujours. Et si vous avez le, la, les ou bien l'apostrophe placé devant un verbe, c'est toujours un complément d'objet direct. D'accord? C'est toujours un complément d'objet direct quand ces pronoms sont placés devant un verbe, pas devant un nom, parce que s'ils sont placés devant un nom, ils deviennent des articles définis. C'est bon? Très bien, je passe à la question 17. Relié par une flèche chaque nom de l'animal mâle de la colonne A au nom de l'animal femelle qui lui correspond dans la colonne B. C'est question de lexique. Donc, le bouc, c'est en fait le mâle de la chèvre. Le jar, c'est le mâle de l'oie. D'accord? Le singe, c'est le mâle de la guenon. Et le cerf, c'est le mâle de la biche. Ben, moi, personnellement, j'aime beaucoup les animaux et quand j'étais petite, on lisait ça souvent dans les encyclopédies. Donc, on les apprenait par cœur, les mâles et les femelles des animaux et même les petits. D'accord. Parmi les listes suivantes, quelle est celle où les noms composés sont écrits incorrectement au pluriel? Donc, une seule liste contient des noms composés qui sont écrits incorrectement. Et je vous renvoie d'ailleurs à la leçon, bien la vidéo qui parle des pluriels, des noms composés. Donc là, en fait, je vais voir ici. Je vais lire sous-sol, adjuvant, chef, rond-point, nid d'abeilles, sourd-muet, navire-usine, maréchaux ferrant, plat-bord, et monte-plat, mornay,
porte-document, gagne-pain. Donc, regardez, j'ai monte, c'est le verbe monter, porter, gagner. Donc, ce sont des verbes. Et les verbes, normalement, ne prennent pas la marque du pluriel dans les noms composés. Donc, voilà la liste qui contient des noms incorrectement orthographiés. Voilà. Donc, parmi les listes suivantes, quelle est celle où les adjectifs féminins sont orthographiés incorrectement? Donc, ici, c'est en fait concrète, complète, discrète, replète, inquiète, secrète, muette, cadette, proprette, préfète, désuète et aigrelette. Voilà la liste où il y a une erreur. Alors là, en fait, c'est... où est-ce que je suis? Voilà. Donc, normalement, c'est préfète avec un seul T et je mets l'accent grave sur le E. Désuète, c'est un seul T et avec un accent grave sur le E. Et aigrelette, c'est le contraire. Donc, je double le T et j'enlève l'accent grave. Voilà. Donc là, relié par une flèche, chaque élément de la colonne A à la phrase qui convient à 100, je ne sais pas c'est quoi ça, dans la colonne B. Donc, bon, pour tout, toutes et tous, normalement, la règle dit, quand vous avez tout devant un nom, bon, on considère tout en tant que déterminant et en fait, il varie, donc il devient variable et il a le même genre et le même nombre que le nom. Si le nom, il est masculin, vous avez un T, masculin singulier, féminin, on ajoute le E, pluriel, on ajoute le S. D'accord? Donc, si vous avez tout devant un verbe, et ben là, tout devient un pronom. D'accord? Soit on met un tout avec un T et il a un sens collectif, soit on le met au pluriel et on prononce le S. C'est le seul cas où on prononce tous. D'accord? C'est devant un verbe. Et puis, nous avons tout devant un adjectif. Là, ce tout devient un adverbe, d'accord? Mais c'est un adverbe qui, contrairement aux adverbes classiques, il s'accorde en genre et en nombre avec l'adjectif. C'est-à-dire, si vous avez un adjectif féminin, vous ajoutez le E. Par contre, si vous avez un adjectif masculin, vous laissez juste un T. Et si vous avez un adjectif féminin qui commence par une voyelle, vous n'avez pas besoin d'ajouter le E. Donc, vous dites par exemple, je suis tout émeu, tout émeu. On peut l'écrire comme ça, d'accord? Ou bien toute contente, toute contente. C'est bon? Très bien. Donc ici, vous avez tout. J'ai règle et les vendredis, dimanche, Césaire. Donc là, c'est pluriel, ça ne peut pas être tout. Tout dimanche, ça ne se dit pas, donc non. Les vendredis, c'est pluriel. Règle, c'est féminin, donc je ne peux pas mettre tout. Et là, devant un verbe, donc je vais mettre tout est bien qui finit bien. D'accord? C'est d'ailleurs un proverbe. Tout est bien qui finit bien. Donc, tout ES, et bien là, ça ne peut être en fait qu'un nom au pluriel. Et donc, ces herbes, donc on dit une herbe, ces herbes, toutes ces herbes poussent rapidement. Toutes avec règle féminin, toute règle a des exceptions. D'accord? Et tous les vendredis, ils rendaient visite à leur grand-mère. C'est bon? Passons à, parmi les listes suivantes, quelle est celle dont les mots peuvent être utilisés comme adjectifs ou comme adverbes. Donc, on sait bien qu'il y a des adjectifs qui peuvent être utilisés comme des adverbes. Et ouais, ils sont, déjà, c'est la première liste, fort, haut, bas et clair. D'accord? Vous dites par exemple, je vois clair. Je vois clair. Et bien ici, clair n'est pas un adjectif. Il est considéré comme adverbe. Comment je vois, d'accord? Je vois clair, c'est un adverbe de manière, d'accord? Ou bien il parle fort, comment parle-t-il? Il parle fort, donc fort ici devient invariable car il est un adverbe. En même temps, je dis je suis forte. Forte ici, c'est un adjectif, d'accord? Donc ça peut être un adjectif et un adverbe. Parmi les phrases suivantes, quelle est celle où le nombre 700 000
324 est écrit correctement en lettres. Donc ici, j'ai deux adjectifs numéros qui en fait devraient attirer mon attention. J'ai 100 et j'ai 1000. Donc, est-ce que je vais les accorder? Donc, quelle est la règle qui, en fait, régit l'accord de l'adjectif 100 et de l'adjectif 1000? Donc, on sait bien que l'adjectif numéral 100, d'accord, il prend la marque du pluriel S quand il est multiplié, d'accord? D'accord, si vous dites par exemple 200, donc vous allez mettre S. Là, par exemple, 700, vous allez mettre S, d'accord? Mais attention, si cet adjectif numéral est suivi d'un autre adjectif numéral, comme par exemple ici 700 000, ben attention, il faut enlever le S, d'accord? Même s'il est multiplié par 7, ben le 100 devient invariable. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral qui est 1000. 1000 est toujours invariable. Donc, soit même si 1000 est multiplié ou bien suivi d'un adjectif numéral, ben 1000 c'est toujours invariable. D'accord? Donc, je vais chercher là où il y a 700 000. Donc, 100 ici devrait être invariable et 1000 la même chose. Donc, voilà l'écriture correcte, l'écriture correcte du nombre 700 324. Très bien. Dira. Parmi les phrases suivantes, quelle est celle où le verbe aller est conjugué correctement? Donc, c'est moi qui va, ça ne se dit pas. C'est moi, donc c'est je qui vais. Donc, c'est faux. C'est toi qui va. Donc, ça devrait être va avec S, donc c'est faux. Ce sont eux et moi. Quand c'est eux et moi, ça devient nous. C'est le pronom nous, d'accord? Donc, normalement, je dois avoir ce sont eux et moi qui allons. Donc, c'est faux. C'est pas qui vont, c'est qui allons à la bibliothèque. Alors là, ce sont elles et lui. Elle et lui, on peut les remplacer par il avec S, donc qui vont, et donc c'est correct. Voilà la bonne réponse. Parmi les phrases suivantes, quelle est celle où le participe passé est accordé incorrectement? Donc, s'il vous plaît, soulignez, lisez, relisez les consignes. D'accord? Parfois, vous pouvez vous perdre juste à cause d'un mot dans la consigne. Ici, j'ai correctement, ici, j'ai incorrectement. Donc, ayez l'habitude de souligner ou bien de surligner avec un fluorescent si vous en avez les mots-clés dans une consigne. Voici les histoires que j'ai faites lire à ma petite fille. Ici, c'est l'accord du participe passé avec avoir. Donc, quand on a un participe passé avec avoir, normalement, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand il est placé avant lui. Bon, il faut poser la question toujours. Donc, voici les histoires que j'ai faites. Normalement, j'ai fait quoi? La réponse, j'ai fait, pas les histoires, mais j'ai fait lire. Hein? Lire des histoires à ma petite fille. Donc, c'est lire, en fait, c'est le COD. C'est ce verbe infinitif qui est un COD du verbe est fait. Donc, normalement, je ne dois pas mettre d'accord car le COD est placé après. Donc, c'est faux. Ce qui importe, c'est que les gros efforts que j'ai déployés n'étaient pas vains. D'accord? Les livres que vous avez achetés sont intéressants. Les vêtements que les vêtements que tu m'as apportés sont magnifiques. Donc, voilà, ça, c'est correct. Donc, tu m'as apporté quoi? Les vêtements, que c'est le COD, c'est placé avant, il remplace vêtements. Donc, c'est correct. Les livres que vous avez achetés, donc vous avez acheté quoi? Les livres, donc le pronom relatif que c'est le COD, il remplace livre, donc j'ajoute L, c'est correct. C'est que les gros efforts que j'ai déployés quoi? Les gros efforts qui est un nom masculin pluriel et en fait
le que, c'est un COD qui remplace les gros efforts, donc c'est S. Donc la mauvaise réponse ou bien la mauvaise écriture du participe passé avec avoir, c'est la réponse A. Donc, et je coche. Très bien. 25. De quelle figure de style s'agit-il dans la phrase suivante? Ah, oh, je suis blessé, je suis troué, je suis perforé, je suis administré, je suis enterré. Donc, regardez, vous avez blessé, troué, perforé, administré, jusqu'à être enterré. C'est le plus haut niveau. Et donc, c'est certainement la gradation. D'accord? Une gradation croissante du plus bas au plus haut, du moins fort au plus fort, etc. D'accord? Combien y a-t-il de syllabes dans chacun des deux vers suivants? Ici, c'est la règle de la versification. Et là, normalement, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai déjà sur ma chaîne sur la versification française. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Normalement, en tant que prof, je connais bien le poème. C'est Demain dès l'aube de Victor Hugo. Et je sais bien que c'est un alexandrin, d'accord? Que les vers, ce sont des vers alexandrins, c'est-à-dire des vers de 12 syllabes. Mais ça n'empêche, je vais voir avec vous comment on découpe un vers en syllabes. J'espère que vous voyez bien. Demain, voilà, dès l'aube, voilà, à l'heure où blanchit la campagne. Et regardez, je n'ai pas besoin de découper les deux vers, d'accord? Car si le premier vers, il est alexandrin, c'est-à-dire il contient 12 syllabes, c'est que le deuxième aussi contient 12, etc. Donc, voilà. Nous avons la règle du E muet que vous devez en fait retenir si vous voulez découper un vers en syllabes. Je vais vous l'expliquer tout en faisant le découpage. Donc, nous avons deux mains, voilà, j'ai l'aube, c'est un mot qui finit par un E muet, un E qu'on ne prononce pas, mais attention, on ne va pas considérer cette syllabe en tant que syllabe à part entière, car le E muet, quand il est précédé par une autre voyelle, pardon, pas précédé, quand il est suivi, désolé, quand il est suivi d'une voyelle, c'est une voyelle, d'accord? Regardez comment je vais découper l'aube. Donc, je vais dire des, lo, ba. D'accord? Donc, je ne vais pas considérer l'eau et be, d'accord, et a à part entière. Donc, non, j'aurai juste deux syllabes au lieu d'avoir trois. Donc, pas comme deux mains. Donc, il faut retenir la règle du E muet à la fin d'un mot. Dans un vers, à la fin d'un mot. D'accord? Donc, si vous avez un E muet à la fin d'un mot, d'accord, et qui n'est pas suivi d'une voyelle, eh ben, vous aurez deux syllabes. Mais si vous avez un E muet qui est suivi d'une voyelle, eh ben, là, on va considérer comme si c'est une seule syllabe. Voilà. Donc, demandez l'oba, l'heure, et là. Est-ce qu'on va dire re? Non, on va dire roux. C'est comme si le E n'existe pas. Donc, roux. Pourquoi? Parce que le E muet est suivi d'une voyelle. Blanchi, voilà. La campagne. Et quand vous avez un E muet à la fin d'un vers, il n'est pas considéré en tant que syllabe. Donc, campagne. Voilà. Donc, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bel et bien un alexandrin. Vous avez 12 syllabes. Voilà. D'accord?
Très bien. Où est-ce que je suis? Voilà. Donc, c'est 12 syllabes. Relié par une flèche chaque couple de mots de la colonne A au terme qui lui convient dans la colonne B. Donc, vous avez colonne A, colonne B, affecté, infecté, jeune, jeune, fictif, imaginaire, généreux, avare. Synonyme, homonyme, pseudonyme, paronyme, antonyme. Donc, généreux, avare, les deux sont des contraires, antonymes. Fictif, imaginaire, c'est la même chose, donc ce sont des synonymes. Jeune, jeune, on prononce la même chose, mais ça ne s'écrit pas de la même manière et ça n'a pas le même sens. Donc, c'est homonyme. D'accord? Et affecté, infecté, ce sont deux mots qui se prononcent presque de la même façon. Et il y a juste une lettre qui diffère les deux. Et donc, ce sont des paronymes. Ce sont des paronymes. Parmi les listes suivantes, quelle est celle qui contient un intrus? Donc, vous avez bleu, vert, blanc, noir, jaune, ce sont des adjectifs de couleur, pas d'intrus. Faire, dire, savoir, apprendre, aller, ce sont des verbes à l'infinitif, pas d'intrus. Commencement, prudemment, habillement, tremblement, gémissement. Attention, ici, j'ai commencement, c'est un nom, un commencement. Habillement, un habillement. Un tremblement, un gémissement, ce sont des noms. Alors que prudemment, c'est un adverbe, d'accord? On l'a construit à partir de l'adjectif prudent, d'accord? Prudent, prudemment. Donc, les adjectifs avec ENT forment leur adverbe ainsi. Donc, vous mettez le E, vous mettez double M et vous mettez ENT. On les prononce comme s'il y a un A, prudemment. Pas prudemment, mais prudemment. Alors que parfois, souvent, jamais, toujours, jadis, ce sont des adverbes. Voilà l'erreur. Très bien. Voilà. Où est-ce que je suis maintenant? Je suis dans 29. Relié par une flèche, chaque phrase de la colonne A au temps et au mode auquel est conjugué son verbe dans la colonne B. Gervaise avait attendu. Je souligne le verbe. Avait attendu. Aurait, n'aurait pas pensé. Barré. Et là, j'ai resta. Voilà. Donc, avait attendu. Auxiliaire avoir, imparfait. Plus participe passé, c'est le plus que parfait de l'indicatif. Voilà. D'accord? Donc, plus que parfait, c'est avoir ou être à l'imparfait. C'est bon? J'écris n'importe comment, désolé. Plus participe passé. C'est bon? Aurait pensé. J'ai ici aurait, donc j'ai la terminaison de, AIT de l'imparfait avec le radical du futur or. Donc c'est le conditionnel, d'accord? L'auxiliaire au conditionnel présent, plus le participe passé, ça fait le conditionnel passé. Voilà, ça c'est le conditionnel passé. Très bien. Le lit de fer barré, barré avec AIT, ça c'est l'imparfait de l'indicatif. Attention, le ré, vous entendez ré, mais c'est un R qui fait partie du radical du verbe, pas du radical du futur, du radical du verbe. C'est le verbe barré. D'accord? Et elle resta assise au bord du lit, resta à la fin, c'est la terminaison du passé simple de l'indicatif. Donc le conditionnel présent n'existe pas dans ces 4 phrases. Relié par une flèche chaque phrase de la colonne A à ce que sa proposition subordonnée exprime dans la colonne B. Si je t'avais écouté, j'aurais réussi. Donc vous avez si, c'est la condition, automatiquement. Très bien. Il était si pressé que. Rappelez-vous, si, que, tellement que, ce sont des adverbes d'intensité qui nous permettent d'exprimer la conséquence, le résultat. Donc, elle était si pressée. Quel était le résultat de cette action qu'elle avait oublié ou qu'il avait ici? Il était si pressé qu'il avait oublié ses clés. Donc, c'est la conséquence, le résultat. Pour réussir, il travaille sans relâche. Et là, pour réussir, c'est le but. Comme il est malade, il va chez le médecin. Si vous avez comme au début d'une phrase, sachez que c'est une subordonnée. Elle introduit une subordonnée de cause. D'accord? Ce n'est pas le comme de la comparaison.
Très bien. Donc, relié par une flèche chaque pronom relatif de la colonne A à la place qui convient à son emploi dans la colonne B. Retenez avec moi qui, ça remplace toujours un sujet. Le pronom relatif qui remplace un sujet. Le pronom relatif dans remplace soit un COI avec 2, soit un complément de nom avec 2. Le que remplace souvent un COD et le ou remplace soit un CCL, complément circonstanciel de lieu ou bien complément circonstanciel de temps, CCT. Voilà. Les fleurs tu as cueillies sont très jolies. Regardez, tu as cueilli quoi? Là, les fleurs, donc les fleurs c'est COD, pas ces fleurs, attention, c'est le sujet de la phrase. Mais j'aurai un pronom relatif qui remplace un COD. Tu as cueilli quoi? Les fleurs. Donc, je mettrai que les fleurs que tu as cueillies. COD. C'est bon? Ceux sont absents seront sanctionnés. Donc, qui sont absents? Qui sont absents? Donc, on va chercher un sujet. C'est qui? Ceux qui sont absents seront sanctionnés. Elle songe à la fête. Sa cousine l'a invitée à la fête. D'accord? Quand on a normalement un complément d'objet indirect avec A accent, on emploie le pronom relatif composé lequel. D'accord? Donc, j'aurai soit auquel, soit à laquelle. Puisque c'est la fête, c'est à laquelle. Donc, elle songe à la fête à laquelle sa cousine l'a invitée. Donc, je n'ai pas parmi ces pronoms relatifs le pronom relatif lequel qui est un pronom composé. Donc, la phrase 3 n'a pas de pronom relatif ici. Les livres, tu m'as parlé, sont disponibles à la bibliothèque. Tu m'as parlé de quoi? De quoi? La réponse, des livres, donc dont. COI avec 2. Dont tu m'as parlé. Tu as poursuivi tes études au lycée ou au lycée. Donc, je cherche un CCL, je vais employer où. Le lycée où tu as poursuivi tes études vient d'être repeint. Relié par une flèche chaque verbe de la colonne A à son dérivé nominal dans la colonne B. Donc, vous avez éteindre automatiquement, c'est extinction, d'accord? Et puis, vous avez pondre, c'est ponte, d'accord? Détruire, c'est destruction. Rompre, c'est rupture. C'est bon, épontage ici n'a pas son dérivé verbal. Voilà, donc ça c'est en fait c'est la dernière activité. Il y a la production écrite, c'est juste de la mise en ordre. Donc, vous devez lire tous les paragraphes plutôt et répondre. C'est toujours et souvent un conte. Donc, quand c'est un conte, cherchez toujours la première partie ou bien le premier paragraphe contient soit il était une fois, jadis, il y a fort longtemps, d'accord? Donc, regardez, ça, c'est le premier paragraphe. Et puis, essayez de lire la suite pour, en fait, mettre en ordre le texte. Pour la didactique, bon, écoutez, je vais préparer pour vous une vidéo dans laquelle je vais mettre, en fait, tous les exemples des activités qui portent sur la didactique, qui portent sur les fiches, etc. Donc, je ne veux pas mélanger les exercices de langue et de compréhension avec ceux de la didactique. Donc, dans les 2 jours qui viennent, vous aurez une vidéo dans laquelle on va corriger la partie concernant la didactique. C'est bon?